Grenoble-Alpes Métropole et Enedis renouvellent leur convention pour soutenir le service public de l'efficacité énergétique. L'opérateur porte son soutien à 115 000 € pendant 5 ans en direction de l'ALEC, du dispositif Murmure ou encore de la transmission des données énergétiques. Fermée habituellement en hiver, la maison Ravier à Morestel nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Cette maison des illustres, située au cœur de la vieille ville, est dédiée à François-Auguste Ravier, chef de file de l'école lyonnaise du paysage du 19e siècle. Et puis une compétition internationale de sport boule va réunir quelques-uns des meilleurs boulistes de l'Hexagone et d'Europe ce week-end à Fontaine. L'organisateur de l'événement, Jérôme Levieux et Matteo Rufino, jeunes joueurs fontainois et champions du monde, sont les invités de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 10 janvier 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Trop chaud, trop froid, l'efficacité énergétique, on vous en parlait déjà mardi dans ce JT avec les conseils de l'Agence locale de l'énergie et du climat. L'ALEC qui bénéficiera directement d'une nouvelle convention qui vient tout juste d'être signée entre Grenoble-Alpes Métropole et Enedis. L'idée, c'est de structurer leurs actions, favoriser les énergies renouvelables et accompagner la sobriété énergétique. Vous l'aurez compris, il y a de quoi faire. Dans ce partenariat, d'abord, c'est un accompagnement sur la mobilité électrique qui n'était pas prévu dans le premier partenariat. Cet accompagnement, c'est une capacité à faire des études, des propositions pour le raccordement. Donc, c'est tout ce qui pourra permettre de faciliter le raccordement des bornes de recharge des véhicules électriques. C'est aussi une capacité, une ouverture sur l'innovation. Donc aujourd'hui, forcément, on est plutôt sur quelque chose qu'on pourrait qualifier de coquille vide, mais coquille qui est à remplir avec des expérimentations qu'on pourra réaliser là dans les années qui viennent. Enedis va nous accompagner, notamment pour financer la rénovation énergétique et l'accompagnement des propriétaires de maisons individuelles. Jusqu'à présent, donc, on accompagnait bien sûr les copropriétés, les TPE, PME, et donc Enedis, dans la précédente convention, nous accompagnait financièrement. Et là, ils vont nous accompagner également sur la maison individuelle. Et puis, bien sûr, il y a toujours le suivi de la consommation d'énergie. Vous savez, avec l'outil Métro Énergie qui permet de récupérer à partir des compteurs communicants la consommation journalière, et ça permet aux citoyens de comprendre à la fois leurs factures et de suivre en fait leurs dépenses en matière d'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, vu le coût de l'énergie qui augmente encore en 2024, c'est important de pouvoir travailler en partenariat, notamment avec Enedis. Avec 575 000 € sur 5 ans, Enedis prévoit de verser 15 000 € de plus que lors de l'épisode précédent. Le maire de Corps, Fabien Mulic, comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Grenoble lors des premiers tours des élections départementales et régionales. Le conseiller départemental de Matésine-Trièves avait voté en lieu et place de 2 autres personnes. C'était en juin dernier. L'élu a expliqué vouloir éviter un second tour après une campagne très usante, fatigué et énervé de voir des citoyens passer devant le bureau. Sans rentrer voter, il avait alors voté et signé le registre pour 2 amis. Fabien Mulic avait démissionné de son poste de vice-président du département quand l'affaire avait été révélée. Suite à une plainte d'une conseillère de la commune, le procureur de la République a réclamé 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. La décision du tribunal est attendue pour le 23 janvier. Un nouveau dossier sur le bureau de Gabriel Attal. Les parents de Colline Fay, des habitants de Clé, en appellent au nouveau Premier ministre et encore une fois au président de la République pour faire libérer leur fille arrêtée le 17 novembre à Dakar. Cette travailleuse humanitaire a été emprisonnée après avoir participé à une manifestation de soutien au principal opposant du président ivoirien. Engagée mais non violente selon ses proches, la jeune femme de 26 ans est notamment accusée d'association de malfaiteurs terroristes et de complicité contre l'autorité de l'État. Elle risque la réclusion à perpétuité. Un nouveau rassemblement de soutien est prévu samedi à 13h, rue Félix Poula à Grenoble. C'est parti pour les soldes d'hiver dans la plupart des départements français, dont l'Isère. Le coup d'envoi a été donné ce matin. 4 semaines de réduction réglementée jusqu'au 6 février. Ça marche aussi pour les soldes sur Internet. Seuls les articles mis à la vente depuis au moins 1 mois peuvent être soldés. En cas de litige, retrouvez tous vos droits de consommateur sur le site économie.gouv.fr. Si dans ses œuvres, Stendhal ne rend pas vraiment hommage à sa ville natale, Grenoble, ce n'est pas le cas de François-Auguste Ravier. Peintre du 19e siècle, il a choisi de réaliser ses tableaux d'après les paysages de sa ville natale, Morestel. Des œuvres à découvrir dans le musée qui porte son nom, Camille Avon.
S'en inspirer, les sublimer pour faire rayonner le territoire isérois, Auguste Ravier a passé les 28 dernières années de sa vie à peindre les paysages de la commune de Morestel en Isère. Artiste autodidacte, il n'était pas destiné à la peinture mais bien à une vie de notaire. C'est après un voyage en Italie où il apprend aux côtés des plus grands que Ravier décide de s'installer à Morestel en 1867, dans cette demeure qui surplombe la ville, offrant à l'artiste de quoi satisfaire sa créativité. Ce qu'il cherche à peindre au-delà du paysage, ce sont des états d'âme, mais ce sont aussi des sensations visuelles. Et c'est ce qui lui donne en fait envie de peindre et toujours, de manière toujours renouvelée, puisque finalement il va toujours aux mêmes endroits. Auguste Ravier joue à capturer ces paysages à différents moments de la journée. Une lumière particulière qui se reflète sur un étang, une vue sur les toits de la ville au petit matin ou encore un coucher de soleil derrière une église. On reconnaît l'église de Morestel ainsi que la tour médiévale et la vieille ville. Mais c'est surtout dans cette manière très allusive, très rapide, de noter simplement quelques éléments de la composition du paysage. À l'époque romantique, la nature devient un sujet d'étude important pour les artistes avec un style bien particulier. Ces hachures, ces zébrures permettent de matérialiser l'air et ce n'est pas la topographie qu'il cherche, mais c'est vraiment cette sensation de rendre palpable ce qui est intangible. Donc on dit qu'il est un précurseur de l'impressionnisme. Dès le XIXe siècle, la diversité de ces paysages isérois a attiré plus d'une centaine de peintres venus de toute la France. Aujourd'hui, elle continue de fasciner les visiteurs. Tous les sites qui ont inspiré Auguste Ravier sont accessibles. Une balade a été conçue pour inviter les visiteurs à voir une exposition grandeur nature des œuvres de l'artiste. La maison Ravier est fermée pour l'hiver, mais elle rouvrira ses portes au printemps le 3 avril. Le compteur de victoire des brûleurs de loups reste gelé. Une troisième défaite d'affilée mardi soir à Pôle Sud pour les hockeyeurs grenoblois en Ligue Magnus. En l'absence du capitaine Sacha Trail et de 4 défenseurs isérois à l'infirmerie, les Jokers de Cergy-Pontoise l'ont emporté 2-3. But pour les brûleurs de Lavoie et Fleury, capitaine d'un soir. Les Grenoblois ont perdu beaucoup de palets et selon leur entraîneur Jean-François Dufour, ont à plusieurs moments perdu aussi le fil du match. Ils tâcheront de se ressaisir vendredi en accueillant Chamonix. L'été, ce n'est pas la seule saison pour jouer aux boules quand on est pro. La deuxième édition du Winter Trophy, ex-trophée Charles Béraudier, aura lieu les 13 et 14 janvier au boulodrome Julie Pomagalski de Fontaine. Une compétition internationale dont on va parler avec vous, Jérôme Levieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du club de Fontaine et organisateur de ce trophée. À vos côtés, un participant et compétiteur du club, Matteo Rofino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, champion du monde des moins de 23 ans dans 2 catégories, champion de France aussi, vous nous avez apporté quelques médailles. On va y revenir. Alors avant cela, une petite explication de texte peut-être pour les néophytes. C'est quoi le sport boule? C'est de la pétanque ou c'est la lyonnaise? Mais c'est la lyonnaise, hein. Ça a été nommé il y a 25-30 ans, sport boule, pour la simple raison que c'est extrêmement sportif. Hein. Notamment, ça inclut ce qu'on appelle les épreuves sportives. D'abord, ça se tire avec élan, puisqu'on joue loin avec des boules assez lourdes. Donc, on est contraint de s'élancer pour jeter les boules dans la partie. Ça pèse combien une boule? 1 kilo en moyenne. Et en plus, il y a des épreuves sportives donc, où les athlètes doivent courir à des vitesses très élevées et frapper le plus de boules possible en 5 minutes. On y reviendra avec Matteo, qui est spécialiste de cette épreuve. Et c'est une épreuve qui demande beaucoup d'entraînement sur le plan physique. Alors, le terrain de Fontaine, est-ce qu'il est prêt? Je crois qu'il y a des petites modifications par rapport à l'année dernière. Vous avez peaufiné tout ça? Oui, on a beaucoup travaillé la qualité des jeux, parce que pour voir du grand spectacle, il est fondamental d'avoir des surfaces bien préparées pour les compétiteurs. C'est mieux pour les compétiteurs, c'est mieux pour les spectateurs. Et donc, on a fait un gros travail avec de nombreux bénévoles qu'on remercie encore chaleureusement. Alors, quelles sont les équipes qui sont attendues? Vous attendez combien de joueurs? Il y a beaucoup de joueurs. Il y a au moins 50 joueurs à peu près. Ça réunit vraiment le gratin mondial. Hein, notamment dans les épreuves de double, il n'y a pas plus dur au monde. Hein, c'est même plus élevé que les championnats du monde, puisque c'est restrictif
aux seules grandes nations de ce sport-là. Et qui sont La France en fait partie, France, Italie, Slovénie, Croatie, Monaco, Turquie, il y en a quelques-unes d'autres. Mais enfin là, les sélections pour pouvoir participer sont extrêmement rudes. Et donc voilà, par exemple, on a 3 équipes d'Italie, c'est vraiment le gratin, ils ont tous des titres de champion du monde. Et côté français, c'est la même chose. Alors il y a des hommes, des femmes et le sport adapté également. Voilà, quand on a repris le trophée Béraudier, on a bénéficié de son image, mais on a cherché à le développer un peu, à l'étoffer par d'autres épreuves, notamment le sport féminin. Hein. On a la chance d'avoir des féminines de très haut niveau en France et en y ajoutant aussi le sport adapté. On peut s'enorgueillir d'avoir, à ma connaissance, le seul sport qui propose des finales en même temps télévisées avec les hommes, les femmes et le sport adapté sur un même lieu et en même temps. Est-ce que le sport boule est un sport olympique ? Alors non. Étonnamment. Ça aurait dû. Voilà, je ne suis pas dans les petits papiers, dans les connaissances des raisons. Avec Paris, on était un petit peu, il faut avouer, il faut le dire clairement, un peu déçus parce qu'on était un peu excités. On se disait, c'est le moment. Et puis, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc, il faut continuer à cravacher, à travailler pour que ça le devienne. Et que, Mathéo, vous puissiez un jour participer à l'épreuve de sport boule des Jeux Olympiques, peut-être. Vous, votre objectif, c'est quoi pour cette compétition ? Pour cette compétition, l'objectif ce serait de gagner. On parlait du peaufinage des jeux. Je fais partie de ceux qui ont peaufiné les jeux, donc si je pouvais maintenant gagner sur les jeux que j'ai faits, ça serait bien. Ah ouais, mais il y a toujours une petite pression supplémentaire quand on joue à la maison, pareil. Bien sûr, mais il y aura surtout du monde pour m'encourager et me soutenir, donc c'est... Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de pratiquer ce sport ? Parce que c'est un sport assez peu médiatisé, qu'on ne pratique pas dans le milieu scolaire non plus. Alors, moi, en fait, je ne suis pas du tout isérois de base. Je suis tarnais. Je viens d'Albi. Et à Albi, dans le Tarn, justement, c'est un sport qu'on pratique à l'école. Donc, moi, j'ai démarré comme ça quand j'avais 10 ans. Et suite à ces initiations scolaires et périscolaires, j'ai pris ma licence en club l'année d'après. Voilà. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Alors, vous avez donc apporté quelques-unes de vos médailles. Vous pouvez les prendre, on va les voir parce qu'elles brillent bien. On voit qu'il y en a, voilà, elles font du bruit. Il y en a notamment 2 en or que vous avez obtenues à l'automne dernier lors des championnats du monde jeunes à Oran, en Algérie. L'Algérie où ils ne sont pas prêts, mais alors pas du tout à avoir un Premier ministre homosexuel parce que quand les autorités locales ont vu les maillots arc-en-ciel, c'est les maillots de tous les champions du monde, arc-en-ciel, elles ont interdit la remise des prix, estimant que ces maillots ressemblaient trop aux couleurs LGBT. La Fédération internationale a depuis suspendu la Fédération algérienne. Vous, comment vous avez vécu cet épisode entre la joie d'avoir gagné et puis cette frustration, j'imagine ? Comment j'ai vécu cet épisode ? Pas très bien. En fait, on s'entraîne toute l'année pour un objectif qui est de remporter ce maillot. Et puis, même si c'est que symbolique, en fait, ça représente plus que... Ouais, c'est un peu tout ça. Ouais, on a un peu l'impression de s'être fait voler notre... Vous avez fini par la récupérer quand même, rassurez-vous. En fait, on les a récupérés, on les a même mis sur place. Mais une fois qu'on les a mis sur place, on nous a gentiment demandé de les enlever. Et donc, le président de la Fédération internationale de boule, Frédéric Ruiz, a décidé... de suspendre. D'annuler la remise des récompenses, parce qu'en fait, les autorités algériennes voulaient faire une remise des récompenses, mais sans les maillots. Donc, le président de la Fédération internationale a dit non. Et donc on a un peu l'impression de s'être fait voler notre championnat du monde, parce que c'est la remise des récompenses, on fait le podium, on chante la Marseillaise. Et là, du coup, ça n'a pas eu lieu. Mais ça sera pour la prochaine fois. J'espère. Ça fait une motivation supplémentaire. Vous avez été titré sur le relais. On va voir quelques images parce que c'est particulier. C'est pas forcément ce qu'on connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, c'est une course de 5 minutes. Donc là, à l'image, on voit bien les boules cibles. Donc, ce sont des boules blanches qu'on doit attraper en tombant maximum 50 cm avant la boule blanche. Ce 50 cm est matérialisé par le trou, l'espèce d'alvéole en fait qui est avant la boule cible. Et donc le relais en fait c'est je vais m'élancer pour lancer 4 boules et je passe le relais à mon coéquipier. Donc là à l'image c'est moi et le gaucher juste avant c'était Benjamin. Ouais voilà, nous on est à gauche. Et donc on tire 4 boules chacun pendant 5 minutes. Et à la fin, celui qui a tapé le plus de boules a gagné. Est-ce qu'on va vous voir sur cette épreuve-là à Fontaine ? Alors non, au Winter Trophy, il n'y aura que du tir progressif. Le tir progressif, c'est le même principe que le tir en relais. Ça dure 5 minutes, il faut en taper le plus possible. Sauf que cette fois, on est tout seul. Et les boules cibles, elles ne sont pas fixes. Elles évoluent dans le temps. Donc en fait, quand je tape la première,
je vais monter de 70 cm de distance et après je continue à monter. Quand je suis tout en haut, je descends. En tout cas, c'est un sport que l'on pourra découvrir si on ne le connaît pas à Fontaine. C'est ouvert au public. Ça commence vers 8h15, 8h30, je crois. 8h30. Voilà. Samedi jusqu'à 20h dimanche. Voilà, c'est toute la journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Dans l'agenda culturel, l'urgence climatique sur la scène du Prisme de Cessin jeudi soir avec la compagnie Les Non-Alignés. C'est Mort d'une montagne, à mi-chemin entre le documentaire et l'œuvre de fiction, dans un massif imaginaire. Un village est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les sommets voisins liés au changement climatique. Arrive une alpiniste décidée à réaliser l'ascension du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une partie s'est récemment effondrée. Côté musique, So Floyd, qui rend hommage au célèbre groupe anglais Les Flamands Roses, sera au summum jeudi soir. Un univers tour à tour psychédélique, planant et résolument rock, qui ont fait l'immense succès de cette formation légendaire, des morceaux ancrés dans la mémoire collective au panthéon de la musique. Et puis, c'est aussi du classique, mais un peu plus ancien. Le trio Métral, et pas Métal, interprétera jeudi à 12h30 à l'auditorium du musée de Grenoble des œuvres de Haydn, Rachmaninoff et Mendelssohn. Les trois jeunes et fougueux musiciens se lanceront dans une interprétation sensible et passionnée du grand répertoire. Sensible et passionné aussi le premier, si on parlait de 2024. Ce soir, Lucille Dailly et ses invités vont prendre du recul sur les prédictions pour 2024 avec Florent Martin de l'Observatoire zététique qui nous dira ce qu'il faut savoir avant d'aller consulter les spécialistes de la divination. Pour commencer l'année tout en légèreté, on pousse la porte de l'arboristerie grenobloise de Stéphane Rossi, docteur en pharmacie passionné de plantes médicinales. Et Nati, le bassiste choriste du groupe Sinsemilla, nous parle de sa passion pour le reggae avant son concert hommage à Bob Marley le 19 janvier prochain au Fontanil. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.